Monsieur Boffin. Monsieur le Chairman, Madame, Monsieur, je remercie vivement les organisateurs du Congrès pour cette invitation. Je déclare ne pas avoir d'intérêt avec cette présentation. Si vous voulez bien, je vais suivre le plan suivant. Je vais vous parler des critères cliniques retenus pour le diagnostic de néphrangioschlérose, un peu d'épidémiologie, notamment française, avant d'aborder très brièvement la physiopathologie. Nous verrons que le pronostic est relativement sévère et puis nous parlerons des objectifs thérapeutiques avant de faire le point entre les progrès qui ont été faits ces dernières années et ce qui reste à faire à l'avenir. Les lésions histologiques, comme nous l'a dit Patrice Callard, sont visibles sur l'étude histologique qui est en réalité rarement fait. Le diagnostic va reposer donc sur des critères cliniques qui sont les suivants. Le diagnostic est posé le plus souvent, 2 fois plus souvent chez un homme que chez une femme, d'un certain âge, le plus souvent après 55 ans, ayant un long passé d'hypertension artérielle. Le point important, c'est que cette hypertension artérielle précède l'apparition de la néphropathie, autrement dit l'apparition d'une insuffisance rénale. Il ne doit pas y avoir connaissance d'une autre maladie rénale ou d'une maladie systémique avec une expression rénale. L'atteinte rénale liée à l'hypertension artérielle s'associe à une atteinte d'autres organes cibles de l'hypertension artérielle, notamment une rétinopathie hypertensive ou encore une cardiopathie hypertrophique. La protéinurie est absente ou de faible débit, au moins au début de l'évolution. Il n'y a pas d'hématurie et la néphropathie par néphrangiosclérose a une évolution classiquement lente, notamment quand l'hypertension artérielle est traitée. Lorsque l'on découvre une insuffisance rénale chez un patient suivi pour une hypertension artérielle, on doit faire une imagerie. Cette imagerie est peu informative. L'échographie va retrouver des reins harmonieux, de taille normale ou le plus souvent diminuée. Et certains auteurs se sont intéressés à rechercher des critères non pas spécifiques de la néphrangiosclérose, mais des critères de maladie rénale chronique à l'échographie. Les 2 critères les plus pertinents et la diminution de la longueur des reins avec une longueur combinée des 2 reins de moins de 20 cm associée à une hyperéchogénicité corticale supérieure à 1 par rapport à la densité du foie. Ces 2 critères échographiques sont corrélés aux lésions histologiques rénales, notamment à l'atrophie tubulaire et à l'importance de la glomérulosclérose. Au Doppler, il existerait une corrélation entre les index de résistance des artères interlobulaires, c'est-à-dire mesurées au niveau corticomédulaire, avec les lésions d'artériosclérose, quel que soit le type de maladie rénale. Cette corrélation a été retrouvée dans une seule étude et nécessite vraisemblablement d'être confirmée. Si le lien de causalité entre l'hypertension artérielle maligne et le développement des maladies rénales est très clair, il en a été beaucoup moins de lien de causalité entre une hypertension artérielle modérée avec le développement d'une insuffisance rénale. Différentes approches ont été avancées pour répondre à rechercher ce lien de causalité. Une de ces approches est des études épidémiologiques de grande envergure et de suivi de patients ayant une hypertension artérielle. Une de ces études est celle qui a été publiée par CLAG il y a maintenant un peu plus d'une quinzaine d'années et qui a suivi, comme vous le voyez, un très grand nombre de patients. C'est l'étude MRFIT, plus de 300 000 patients âgés de 35 à 57 ans suivis pendant 5 ans. Comme vous le voyez ici sur cet histogramme, le risque d'insuffisance rénale augmente graduellement avec la sévérité de l'hypertension artérielle, autrement dit une élévation même peu importante de la pression artérielle est un facteur pronostic indépendant de développement d'une insuffisance rénale terminale. La critique principale de cette étude était la possibilité d'une maladie rénale sous-jacente. En effet, le critère d'exclusion était une créatinémie supérieure à 177 micromoles. Une étude plus récente, également épidémiologique de grande envergure, faite aux États-Unis dans la baie de San Francisco, ce sont les données de la cohorte Kaiser, qui a inclus ici plus de 300 000 adultes indemnes de néphropathie.
le fait de ne pas avoir de néphropathie était défini par un DFG estimé supérieur à 60 ml pour 1,73 m et une bandelette urinaire négative, c'est-à-dire sans protéinurie ni hématurie. Comme dans l'étude précédente, vous voyez qu'une élévation de la pression artérielle, mais modérée à des stades encore dites normales, c'est-à-dire normale non optimale ou normale haute, augmente le risque de développer une insuffisance rénale et qu'il s'agit d'un facteur indépendant de l'ensemble des autres facteurs de risque cardiovasculaire. Cette étude et d'autres également ont permis de mettre en évidence des sous-groupes de patients plus susceptibles à développer des lésions de néphroangiosclérose. Vous voyez ici, les hommes sont plus sensibles au développement des lésions de glomérulosclérose que les femmes. Les sujets de race noire, qui sont 3 à 5 fois plus sujets à développer de lésions de néphroangiosclérose par rapport à la population caucasienne, mais également les patients diabétiques. Quelle est la prévalence de la maladie rénale chronique liée à l'hypertension artérielle? Je crois que personne ne le sait aujourd'hui, du fait de l'absence d'études histologiques systématiques. Cette prévalence va également dépendre du critère d'estimation de la fonction rénale retenue, la créatinémie ou un débit de filtration glomérulaire estimé. Ce que l'on sait par ces différentes études que je vous ai montrées et d'autres, qu'il existe une relation étroite entre le niveau de pression artérielle et le risque de développer une maladie rénale chronique appelée néphroangiosclérose. Les facteurs prédisposants au développement d'une maladie rénale au cours d'hypertension artérielle sont l'âge, le sexe masculin, la race noire, la présence d'une hypercholestérolémie, d'un diabète ou encore une intoxication tabagique. Passons aux données épidémiologiques en France. Voici ici une étude qui a été faite par le docteur Simon en Bretagne, près de Saint-Brieuc, qui a déjà maintenant une dizaine d'années, et qui s'est intéressé à l'évolution de l'incidence de la maladie rénale chronique secondaire aux néphropathies vasculaires, incluant les néphropathies ischémiques, c'est-à-dire les sténoses des artères rénales secondaires à la maladie athéromateuse et à la néphroangiosclérose, au cours de 2 périodes, début des années 80 et début des années 90, soit séparées de 10 ans. Cet auteur a retrouvé une augmentation de l'incidence entre ces 2 périodes de 25% de l'ensemble de l'incidence de la maladie rénale chronique, toutes causes confondues, que cette incidence était prépondérante chez les patients les plus âgés supérieurs à 65 ans et que l'augmentation de l'incidence de cette insuffisance rénale terminale était essentiellement liée aux néphropathies vasculaires dont l'incidence est multipliée par 5, passant de 5,5 à 27,5 par million d'habitants. Il a pu observer un vieillissement de la population des patients dialysés de 68 à 73 ans en espace de 10 ans. On dispose aujourd'hui du rapport RHIN, qui est le réseau d'épidémiologique et d'information en néphrologie, qui fait un rapport annuel, qui a été publié il y a quelques mois. Et vous voyez que 7134 patients ont été mis en hémodialyse, sont arrivés à un stade terminal de l'insuffisance rénale au cours de l'année 2007. Et l'hypertension artérielle, autrement dit la néphroangiosclérose, représentait 24% et la première cause de mise en dialyse en 2007, talonnée par le diabète à 22,3%. Si l'incidence de la maladie rénale est croissante, elle est peu croissante et relativement stable chez les patients les plus âgés de moins de 75 ans et ne concerne en fait que les patients de plus de 75 ans, comme vous voyez sur cet histogramme, qui est vraisemblablement lié à la vieillissement des populations et meilleur contrôle des complications cardiovasculaires. Voici ici la prévalence, toujours dans le rapport RHIN, de l'insuffisance rénale terminale en dialyse. Et vous voyez qu'aujourd'hui, le 31 décembre 2007, 30 900 patients sont traités en hémodialyse dans les 20 régions françaises et la néphroangiosclérose représente 20,9% des patients dialysés en France. Une deuxième approche pour faire le lien de causalité entre l'hypertension artérielle et les lésions de néphroangiosclérose était de faire une biopsie secondairement chez des patients qui, préalablement, on avait posé le diagnostic de néphroangiosclérose sur des critères cliniques. Nous avons 2 études, une faite chez l'Africain américain, donc des patients
tous noirs, ayant une hypertension artérielle, âgés de 18 à 70 ans, ayant une insuffisance rénale définie par un DFG entre 25 et 70 ml pour 1,73 m, sans protéinurie. Et vous voyez que quand on pose le diagnostic de néphroangiosclérose chez les sujets noirs, eh bien on ne se trompe pas, puisqu'on a pu mettre en évidence, dans 38 sur 39 des biopsies réalisées, des lésions de néphroangiosclérose. Qu'en est-il lorsque la population est à moitié caucasienne et africaine? C'est cette deuxième étude brésilienne, 81 biopsies, toujours chez les patients hypertendus, ayant un DFG moyen de 32 ml pour 1,73 m et une protéinurie de 1,2 g par jour. Et bien dans 65% le diagnostic, on retrouve des lésions de néphroangiosclérose, qu'elles soient bénignes ou malignes, mais que dans 16%, il s'agit d'une autre néphropathie, et dans 19%, on a des lésions de hyalinose segmentaire et focale, soit primitives, soit secondaires, éventuellement une néphroangiosclérose. Donc vraisemblablement, des diagnostics cliniques de néphroangiosclérose par excès dans la population caucasienne. Il existe des résultats discordants dans la littérature, et voici une étude suédoise qui n'a pas retrouvé, qui déclare que des patients hypertendus ne développent pas systématiquement une insuffisance rénale terminale. Il s'agit d'une étude de prévention primaire dont le but était de dépister l'hypertension artérielle et proposer un suivi d'une vingtaine d'années, d'un tiers de la population tirée au sort de Göteborg, chez les hommes tous caucasiens âgés de 47 à 55 ans. Sur les 9000 patients, 686 ont accepté de participer à cette étude de suivi. On a retrouvé une hypertension artérielle qui était définie par une hypertension artérielle déjà traitée ou une pression artérielle supérieure à 175 à l'époque, mais l'après-midi après le travail et en position assise, ou à 101 au repos le matin. Parmi ces 686 patients hypertendus, au décours de ces 20 ans de suivi, simplement 61 patients sur les 686, soit 9%, ont développé une insuffisance rénale modérée, définie par une créatinémie supérieure à 130 micromoles au terme de ces 20 ans de suivi. Aucun patient n'a développé une maladie rénale chronique. On a retrouvé une cause à 49 patients de ces 46, et simplement 16 n'ont pas retrouvé de cause, et possiblement liée à l'hypertension artérielle. Quelle est la physiopathologie de la néphroangiosclérose? Des changements structuraux des parois des artères basés sur différents mécanismes qui peuvent s'associer. Un effet direct de la pression élevée sur les cellules de la paroi. Cette augmentation de la pression ou ces forces mécaniques vont entraîner une fragmentation des fibres élastiques, un remaniement de la paroi artérielle, un remodelage avec notamment une synthèse de matrice extracellulaire dont le collagène qui va augmenter la rigidité de ces parois et qui va transmettre des pressions pulsées plus en aval. À ces forces mécaniques s'associent des effets trophiques, des systèmes neuroendocrines et paracrines, notamment une stimulation du système rénine-angiotensine, mais également de l'endothéline. Peut s'associer une inflammation locale avec un recrutement de macrophages et de lymphocytes. L'ensemble de ce remaniement, de ce remodelage vasculaire, va être responsable d'une dysfonction endothéliale et d'une hyperactivité vasculaire. Nous avons vu par Patrice Callard les différents types de lésions glomérulaires que je ne reprendrai pas et les lésions tubulo-interstitielles associées. Quel est le pronostic et l'évolution des néphroangioscléroses bénignes? Nous disposons de 2 études, une récente monocentrique faite en Angleterre, où on a repris rétrospectivement 60 dossiers de patients ayant une néphroangiosclérose prouvée histologiquement sur une vingtaine d'années et qui ont été suivis au minimum pendant 6,7 ans. Dans cette population de 60 patients, il y avait 2 hommes pour une femme et l'âge moyen était de 58 ans. La survie rénale à 5 ans était de 56% et à 10 ans à 35%. Donc vous voyez une maladie pas forcément bénigne. La survie des patients à 5 ans était de 70% et à 10 ans, un patient sur 2 était décédé. Cette population a été divisée en 2 groupes, les progresseurs et les non-progresseurs. Les facteurs pronostiques de la survie rénale étaient une créatinémie initiale au moment de la biopsie supérieure à 150, avec une survie rénale à 47% quand la créatinémie était à 250, alors lorsqu'elle est inférieure à 250 micromoles par litre, la survie rénale était à 65%.
Le niveau de pression artérielle ou le mauvais contrôle de la pression artérielle systolique et diastolique supérieure à 150 et 90 sont également des facteurs pronostiques péjoratifs de l'évolution de la néphroangiosclérose. Les facteurs pronostiques de la mortalité sont également la créatinémie supérieure à 250 micromoles au moment de la biopsie et une albuminémie inférieure à 30 grammes par litre. La deuxième étude est une étude réalisée en Norvège, étude également rétrospective, 102 patients ayant une néphroangiosclérose prouvée histologiquement, biopsiés entre les années 88 et 90 sur 32 mois, avec un suivi moyen de 13 ans. 102 patients sur 1176 biopsies, soit 8,7% des patients biopsiés en Norvège pendant ces 32 mois. L'âge moyen de ces patients est de 55 ans. Le sexe ratio était également de 2 hommes pour une femme et la protéinurie était faible de 0,35 grammes par jour. Quel est le pronostic de cette maladie? 26% au terme de 13 ans de suivi ont développé une insuffisance rénale terminale et au terme de 13 ans de suivi, 45% des patients étaient décédés. Les facteurs pronostiques de survie rénale sont un peu comme l'étude précédente, la hauteur de la créatinémie au moment de la biopsie, mais également l'importance de la protéinurie. Et le facteur pronostique de mortalité est l'âge, et la créatinémie au moment de la biopsie rénale. Hop. Le pronostic de cette maladie dépend également du remodelage des artères élastiques, notamment des artères de grosse taille. On sait depuis maintenant une bonne dizaine d'années que les patients ayant une insuffisance rénale terminale, notamment en dialyse, ont une rigidité artérielle augmentée et que cette rigidité artérielle est un facteur indépendant de morbimortalité cardiovasculaire dans cette population et que cette rigidité artérielle peut être améliorée par les traitements, notamment les bloqueurs du système rénine-angiotensine. Jusqu'à très récemment, nous ne savions pas quel était le remaniement des artères élastiques au cours d'une maladie rénale chronique moins avancée. Excusez-moi. C'est l'équipe de l'HEGP qui ont étudié dans une population de patients ayant une maladie rénale chronique et comparé cette population à des patients hypertendus et à une population témoin, les caractéristiques des artères élastiques et ont montré une augmentation du stress circonférentiel pariétal chez ces patients ayant une insuffisance rénale chronique supérieure à celle des patients hypertendus et supérieure à celle des témoins. Ce paramètre est en fait un rapport entre l'augmentation de la lumière des vaisseaux par rapport à l'épaisseur de la paroi. Autrement dit, il existe chez ces patients une augmentation plus importante de la lumière des vaisseaux élastiques par rapport à l'épaississement de la paroi. La rigidité est plus importante chez les patients ayant une insuffisance rénale que chez les patients ayant simplement une hypertension artérielle et est également plus élevée que chez les témoins. Le DFG, c'est-à-dire l'importance de l'insuffisance rénale, est indépendamment lié à la fois à la rigidité et à la dilatation carotidienne, comme si l'altération de la fonction rénale intervenait directement dans ces deux paramètres. Une autre étude faite par l'équipe de Amiens a non seulement retrouvé une augmentation de la rigidité des artères élastiques au cours de la maladie rénale chronique, avec, vous voyez, une vitesse d'onde de pouls à 14 versus 10 par rapport à une population témoin, mais de façon associée à cette augmentation de la rigidité, une augmentation graduelle des calcifications vasculaires aortiques, mais également coronariennes, augmentation graduelle avec l'importance de l'insuffisance rénale. Les déterminants retrouvés de cette rigidité sont l'âge, bien connu déjà dans l'hypertension artérielle, la pression artérielle moyenne, le diabète et l'importance des calcifications aortiques. On ne peut pas parler de néphroangiosclérose, de maladie rénale chronique et du risque cardiovasculaire. Ce risque cardiovasculaire élevé au cours de la maladie rénale chronique a de multiples étiologies. L'importance des facteurs traditionnels qu'on retrouve chez ces patients, l'hypertension artérielle bien entendu, mais également le diabète, la dyslipidémie, l'intoxication tabagique, mais également des facteurs de risque propres à la maladie rénale chronique, le stress oxydant, l'anémie, l'inflammation, l'albuminurie, l'hyperparathyroïdie, les calcifications vasculaires ou l'hyperphosphatémie. Je vous ai mis une étude publiée dans New England il y a maintenant quelques années
qui illustre parfaitement le risque d'une population ayant une maladie rénale chronique. Il s'agit ici toujours des données de la cohorte Kaiser qui ont pris en charge plus d'1 million d'adultes suivis pendant 3 ans, âgés de 20 à 80 ans, qui, après ajustement avec l'âge et le sexe, montrent une augmentation de la mortalité, mais également du risque d'événements cardiovasculaires ou du risque d'hospitalisation avec la réduction du débit de filtration glomérulaire, soit avec la gravité de l'insuffisance rénale. Oui. Les objectifs thérapeutiques de la néphroangiosclérose sont très simples. 3 volets. Le traitement de l'hypertension artérielle selon les recommandations, avec les particularités destinées aux patients insuffisants rénaux, c'est-à-dire un objectif de pression artérielle strictement inférieur à 130/80. Il faut privilégier les bloqueurs du système rénine-angiotensine et l'étude qui a été déterminante, qui a montré le bénéfice des bloqueurs du système rénine-angiotensine dans la néphroangiosclérose et l'étude faite chez les Américains et Africains, publiée dans le JAMA en 2001. Ces bloqueurs ne suffisent pas, il faut les associer aux diurétiques qui ont une action synergique à la fois sur la pression artérielle mais également pour limiter la protéinurie et qui permettent de contrôler la dyskaliémie. Associé à ce contrôle de la pression artérielle, il faut associer les mesures de néphroprotection, c'est-à-dire limiter la protéinurie, traiter la dyslipidémie, le diabète, l'arrêt du tabac et les mesures hygiéno-diététiques. Le 3e volet est le traitement des complications de l'insuffisance rénale, mais qui participe également au développement des complications cardiovasculaires. C'est le traitement de l'hyperparathyroïdie, de l'hyperphosphatémie, de l'acidose et de l'anémie. L'obtention du contrôle de l'HTA est excessivement difficile, comme en témoigne cette étude, avec ici dans ce programme d'éducation de patients américains un contrôle que dans 13%. Pour conclure, quels sont les progrès qui ont été faits? Un meilleur dépistage de la maladie rénale grâce à l'obligation des laboratoires d'afficher la fonction rénale. Une meilleure connaissance du risque vasculaire avec maintenant, on considère l'insuffisance rénale et l'albuminurie comme un facteur de risque cardiovasculaire. L'arrivée de traitements efficaces pour ralentir la progression de la maladie rénale chronique, IEC, Zartan, bloqueur de la rénine, une connaissance d'un certain nombre de facteurs prédisposant à la maladie rénale chronique et des traitements efficaces, et également des complications et des comorbidités liées à l'insuffisance rénale. Quels sont les progrès à faire? Il s'agit d'une population importante, on a vu que ça représentait 20% des patients dialysés, et pourtant ils sont insuffisamment explorés, vraisemblablement à cause de critères diagnostiques qui restent imprécis et qui nécessitent vraisemblablement de développer de nouveaux marqueurs diagnostiques et pronostiques de cette maladie. Pour améliorer la prise en charge de ces patients, il faut obtenir les objectifs qui sont le plus souvent non atteints dans le traitement, notamment la pression artérielle, et ceci est mis sur le compte en partie sur l'inertie médicale. Il faut également améliorer la connaissance de la maladie par les patients pour augmenter l'adhésion et l'observance, et enfin promouvoir les actions préventives pour réduire le risque d'hypertension artérielle. Je vous remercie.